Bismillahirrahmanirrahim. On aborde le calcul des tassements d'un sol compressible à partir de l'essai eudométrique. On commence par présenter la problématique du tassement des fondations. On se propose de mettre la lumière sur deux questions fondamentales. Sur quels critères mécaniques se base l'ingénieur pour dimensionner les fondations? Et ensuite, comment l'ingénieur procède pour quantifier ces critères et obtenir ainsi les paramètres nécessaires au dimensionnement. La mécanique des matériaux étudie les relations entre les contraintes et les déformations. Ces relations caractérisent d'abord l'aptitude du matériau à se déformer. C'est ce qu'on appelle la déformabilité. Ces relations caractérisent aussi les seuils qui caractérisent la rupture. Quand on veut étudier la mécanique de n'importe quel matériau, on considère une éprouvette, qu'il s'agisse de sol, de béton ou d'acier. On soumet cette éprouvette à des contraintes croissantes et on mesure l'évolution des déformations. En mécanique des sols, on parle de compressibilité. Les déformations verticales ainsi induites s'appellent tassements. Si on continue le chargement, on va atteindre la rupture. En mécanique des sols, on parle de résistance au cisaillement. Ainsi, le dimensionnement des fondations est basé sur ces deux critères. L'ingénieur dimensionne d'abord sa fondation à la rupture, ensuite il procède à la vérification des tassements. Une fondation est d'abord dimensionnée de façon à ce qu'elle transmette au sol des contraintes compatibles avec sa résistance à la rupture. On parle de problème de la capacité portante. Cette capacité portante des fondations est déterminée en se basant sur une analyse des zones plastiques sous la fondation. Si la fondation atteint sa résistance à la rupture, il peut y avoir un basculement de l'ouvrage et ce qui peut entraîner la ruine de celui-ci. Pour éviter d'en arriver à cette situation et éviter les dégâts matériels et humains qui accompagnent la rupture, l'ingénieur introduit un coefficient de sécurité. On parle alors de contraintes admissibles. Une fois que l'ingénieur a dimensionné sa fondation à la rupture, il procède à la vérification des tassements. Pour cela, on va considérer une couche de sol compressible, une argile par exemple, comprise entre deux couches de sol pulvérulent, comme du sable. Si on construit un bâtiment qui sera fondé sur cette couche d'argile, ce bâtiment va induire une augmentation des contraintes verticales delta sigma. Cet incrément de contrainte delta sigma va provoquer des tassements de ce bâtiment. Ce tassement est possible grâce à l'expulsion de l'eau en surpression dans la couche d'argile à travers les couches de sol drainant. Cet écoulement de l'eau se fait de manière progressive car il dépend de la perméabilité de l'argile, mais aussi de son épaisseur. On parle alors de tassement de consolidation primaire. Le sol se comporte ainsi comme une éponge. Quand on la presse, elle expulse de l'eau en se déformant. Si les charges transmises au sol sont uniformes et si le sol présente une homogénéité horizontale, on aura des tassements uniformes. Ces tassements ne présentent aucun danger pour la structure, n'induisent pas beaucoup de fissures et ne remettent pas en cause la stabilité du bâtiment. Ils peuvent à la limite causer quelques désagréments comme une altération des conditions d'accès ou des ruptures de canalisation. Par contre, si le chargement transmis au sol n'est pas uniforme en raison de la conception du bâtiment ou de ses fondations, il peut se produire des tassements différentiels. Ces tassements différentiels provoquent des contraintes de cisaillement au sein de la structure, induisent des fissures très importantes et peuvent même remettre en cause la stabilité de l'ouvrage. Les tassements différentiels peuvent aussi être induits
par une hétérogénéité horizontale du sol de fondation. L'ingénieur définit des tassements qu'on ne doit pas dépasser. On parle alors de tassements admissibles. Pour éviter tous ces problèmes et conduire un dimensionnement sérieux des fondations, la reconnaissance géotechnique est primordiale. Cette reconnaissance géotechnique passe le plus souvent par des sondages carottés qui permettent de prélever des échantillons intacts et des échantillons remaniés. Ces échantillons de sol sont destinés à des essais de laboratoire. La structure des échantillons remaniés étant détruite, ils ne peuvent servir qu'à des essais d'identification physique, comme la distribution granulométrique ou les limites d'Atterberg, ou des essais d'identification chimique, comme la valeur du bleu ou la teneur en matière organique. Pour caractériser le comportement mécanique, il est indispensable de disposer d'échantillons intacts, d'où la nécessité des sondages carottés. Pour caractériser la déformabilité, on utilisera l'essai eudométrique et pour caractériser la rupture, on conduira des essais de cisaillement direct ou des essais à l'appareil triaxial. Les essais de laboratoire présentant un certain nombre de limites, comme l'effet d'échelle ou le remaniement inévitable des échantillons, on complète la reconnaissance par des essais in situ. Même si ces essais in situ ne permettent pas de contrôler convenablement les conditions de contrainte et de pression interstitielle, ils permettent néanmoins de caractériser le sol dans son environnement naturel. Cet environnement naturel est impossible à reproduire dans un laboratoire. Les essais in situ permettent généralement de caractériser la rupture des sols dans des conditions non drainées, comme l'essai au pénétromètre dynamique. Ils permettent parfois de caractériser aussi la déformabilité du sol, comme l'essai pressiométrique. Ces essais in situ sont encadrés par un certain nombre de critères et de conditions qui sont formalisés par des normes et que l'ingénieur doit absolument respecter. À la fin, on doit retenir deux choses importantes. La première, c'est que l'ingénieur se base sur deux critères mécaniques pour dimensionner les fondations. D'abord, il doit éviter le risque de rupture. Ensuite, il doit minimiser les tassements, et notamment les tassements différentiels. On peut imager le fonctionnement d'une fondation par les pneus d'une voiture. Si ces pneus sont de petites dimensions, la voiture risque de s'enfoncer dans le sol. Pour un 4x4 par exemple, cet enfoncement est évité en diminuant les contraintes transmises au sol, et cela est obtenu en augmentant les dimensions des pneus. Le deuxième point, c'est de souligner l'importance de la reconnaissance géotechnique qui permet de déterminer les paramètres nécessaires à la caractérisation de la déformabilité et de la rupture indispensables pour le dimensionnement des fondations.